Merci à tous d'être là. Juste un petit truc, c'est que toute la journée, j'ai pensé à faire une conférence pour vous parler de ce que c'est que l'histoire de Repeat, etc. Et je me suis rendu compte que... Pardon. Et je me suis rendu compte que... En fait, j'avais pas le droit de le faire sans mon associé. Alors, je sais qu'il n'a pas envie de monter. Je suis au courant de tout ça. Mais il va monter. Il va monter. Alors, je vais pas monter parce que j'ai moins de choses à dire que lui. L'âme de Repeat, c'est nous deux, mais le porte-parole, c'est lui. Il s'exprime beaucoup mieux que moi, donc je préfère qu'il soit le porte-parole de Repeat pour pas nuire à l'image de Marc. Tu me mets dans la merde, là. C'est une excuse. C'est une excuse, exactement. Reste avec moi. Du coup, la première des choses que j'ai envie de vous dire à tous... Attends, déjà, Adri, bravo pour ton passage. Bravo, ouais. Franchement... Dire des choses pertinentes si longtemps, c'est pas facile, donc bravo à toi. Juste un truc, déjà, merci à tous d'être là parce que il est tard, il n'y a aucune raison que vous soyez là, donc nous on va vous raconter un petit peu l'histoire de Repeat. C'est l'histoire d'une entreprise qui ressemble un peu à toutes les entreprises, mais avant tout, c'est chouette de pouvoir se retrouver tous ensemble pour pouvoir vous raconter ce que c'est que de partir d'une feuille blanche, sans stylo, et de créer une marque qui apparemment a l'air de fonctionner, de transmettre des valeurs et puis de répondre à des besoins. La première des choses que je dois dire, c'est qu'il y a quelques minutes, en fait, ma copine m'a dit « T'es prêt ?» Et je lui ai dit j'ai jamais attendu d'être prêt pour faire quelque chose. Parce que j'ai jamais su comment il fallait faire pour être prêt. Et d'ailleurs, je dois dire que l'école... J'espère qu'il n'y a pas de personne qui est professeur ou qui travaille dans les écoles de commerce ou tout ce genre de trucs. Je trouve que les écoles détruisent les élèves, non pas parce que l'enseignement est mauvais, mais parce qu'on leur apprend que faire des erreurs, c'est la pire des choses qu'ils doivent faire. Alors, moi, à titre personnel, je ne veux pas casser l'ambiance, je vous raconte juste mon histoire avant de raconter l'histoire de Repeat. Je me suis retrouvé un peu seul à l'âge de 3 ans. J'ai un papa qui m'a abandonné, etc. Et je me retrouve avec une maman. Elle me raconte qu'il ne faut pas prendre de risques, ne te fais pas remarquer, essaye d'être discret, etc. Je ne sais pas si c'est la volonté de vouloir faire tout ce qui est le contraire de ce qu'on nous dit, mais moi, j'ai voulu faire le contraire. J'avais envie de vouloir créer des choses. Et très vite, j'ai commencé à essayer, en tout cas avec le peu de vertu que j'avais, de me faire marquer. Parce que je pensais que de se faire marquer, c'était intéressant. Il fallait créer des choses. Et puis, je trouvais que le monde avançait grâce aux choses un peu impossibles qui étaient réalisées. Donc, j'essayais de faire un peu de trucs. Donc, j'organisais les tours de table. J'étais allé à l'école en primaire. Je tiens à dire, j'ai jamais connu le lycée, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais j'ai connu l'école primaire, c'était super intéressant. Et j'organisais les petits rendez-vous, on faisait les trucs de POG, les cartes, les machins. C'était sympa, donc j'avais un petit peu... si j'ai une qualité, je pense, c'est d'essayer d'avoir le sens de l'organisation, de donner envie à un groupe de se lancer dans une mission commune. Et j'essayais de rejoindre des gens sur une volonté qu'on avait tous, sur peut-être des disciplines, des choses, enfin voilà. Donc je me suis dit, ça serait peut-être pas mal de faire la même chose plus tard quand j'aurai des entreprises. Alors, la première des choses qu'on a envie de faire, c'est que je tiens à dire que où que vous soyez, qui que vous soyez, les choses que l'on fuit en premier vous rattrapent en premier. C'est-à-dire que moi, à titre personnel, j'avais un père qui était juif. J'avais honte d'avoir un père qui était juif et je le cachais. Et toute mon enfance, on me disait mais ton prénom, ton nom, il n'est pas juif, non? Et j'avais l'impression de toujours devoir slalomer cette idée-là. Dès que j'ai choisi d'assumer ce que j'étais, plus jamais de ma vie on m'a reproché d'avoir une consonance juive, un père juif, etc. Donc j'ai appris cette première leçon-là qui est que à la fois assumez vos qualités, assumez vos défauts, et l'idée c'est d'essayer de faire avec le jeu de cartes qu'on nous donne. On n'a pas choisi de tenir avec une famille qui est musulmane, juive, etc. Donc je me suis dit, fais avec ce que tu as.
Ça, c'est la première leçon que j'ai appris. Et après, c'était intéressant parce que je me rendais compte que l'école avait cette mauvaise vertu d'avoir une espèce de système à l'envers. Je m'explique. À l'école, on vous donne des leçons qu'on vous demande à apprendre et on vous dit tel jour, vous allez avoir une épreuve sur les leçons qu'on vous a données à apprendre. Donc on passe du temps à apprendre des leçons et un jour, il y a une prof qui est là et qui vous dit montre-moi que tu as appris ta leçon et tu vas être jugé sur ça. Ok. Mais le problème, c'est que la vie, c'est à l'envers. On vit des épreuves et on en tire des leçons. Donc je ne comprenais pas pendant très longtemps pourquoi j'avais une espèce de truc bizarre qui me disait mais qu'est-ce que je fous là ? Est-ce que c'est parce que j'ai des vrais problèmes, pour le coup, et auquel cas il va falloir que j'assume ? Ou alors peut-être que c'est mal foutu. Et je crois que c'est mal foutu. Voilà, c'est ma vision des choses, en tout cas pour le milieu scolaire. Je m'excuse si j'en ai un petit peu offensé quelques-uns. Je vous souhaite d'avancer dans vos milieux scolaires, si vous en avez l'envie. Mais en tout cas, sachez qu'il y a des alternatives qui existent. L'important, c'est de se dire qu'il y a une caméra embarquée sur chacun de vos têtes. À toi, à vous, monsieur. Je vous vois, vous êtes plus âgé que moi. À toi aussi, là-bas. On a tous une caméra sur la tête. Et l'idée, c'est de se dire, ce que l'on fait, c'est une chose, mais ce que l'on devient au travers de ce que l'on fait, c'est autre chose. Et cette caméra embarquée qui nous suit tout au long de notre vie, elle est toujours là et elle peut nous porter défaut. Exemple, j'ai envie d'être médecin, mais je vais faire au quotidien plein d'actes qui me retardent à l'idée de devenir médecin. Donc du coup, je ne fais pas du tout ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que je ne deviens pas ce que je veux faire. Posez-vous la question. Moi, je n'ai pas de conseils à donner à qui que ce soit. Je suis bien moins que chacun ici. Vous êtes mieux que moi. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est que quand on est face à l'hostilité de la vie, que rien ne va, il faut se poser la question à ce que vont devenir, qu'est-ce qu'on va devenir. Alors, je dois dire un dernier petit truc aussi, c'est que j'ai remarqué que dans le milieu scolaire, on vous pose des questions sur, voilà, vous voulez faire une alternance, vous voulez rentrer dans une entreprise, etc., postuler, machin, etc. Mais en vrai, on oublie à quel point le projet est plus important que le travail. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens au quotidien. Nous, on a créé une structure qui nous permet de recevoir des gens, et merci beaucoup de vouloir travailler avec nous. Mais au quotidien, les gens nous disent « je cherche un job chez vous ». Je cherche un job chez vous, ça ne veut rien dire. Quand vous allez postuler pour avoir une alternance, postuler pour avoir un CDI, proposez un projet. Un travail, quand on donne un travail à un salarié, là il y a une partie de l'équipe qui est là, ils le savent. C'est-à-dire que quand on leur propose un boulot, ça reste un boulot. Leur proposer un projet, ça devient une mission. Alors, je suis désolé, je parle dans tous les sens, mais j'arrive pas à faire autrement. Je reviens juste sur Walid, juste un instant. Walid, il m'a appelé il y a 10 jours, même pas. Il m'a dit « Salut John, comment tu vas ?» Je lui ai dit « Ça va. Comment vont les projets ?» Il me dit « Écoute, ça tourne. J'organise une conférence, t'es conférencier. Et je n'ai pas le choix. » C'est ça que tu m'as dit, je crois. Et que tu n'as pas le choix. Donc moi, je suis là, je sais pas faire, j'essaie de faire comme je peux. Mais je tiens à dire à quel point c'est important d'être dans l'action. L'école, je suis désolé, j'ai rien contre l'école, vous allez penser que j'ai du mal avec eux, mais l'école a cette mauvaise vertu de vous apprendre à quel point il faut devenir parfait avant d'agir. Alors que le problème, c'est d'agir en conséquence, de prendre des erreurs qu'on fait, de peaufiner, de changer une syllabe, une lettre, une intonation, et puis d'améliorer vraiment tous les jours pour avoir une espèce d'équilibre parfait qui matche avec les recruteurs, qui matche avec les entrepreneurs, qui matche avec les business angels. Nous, aujourd'hui, Repeat, on n'a pas eu besoin de faire de levée de fonds, mais je sais que si j'avais eu besoin de faire des levées de fonds, je pense que j'aurais essayé d'une manière, puis après, cette manière-là n'aurait pas fonctionné, puis j'aurais changé un truc dans mon mail, j'aurais changé l'objet, j'aurais changé ci, j'aurais changé ça. Et puis en changeant petit à petit, on finit par trouver un équilibre qui, en fait, crée un truc général et où les gens ont envie de matcher avec vous. Ça, c'est le premier truc. Walid m'a dit, Joe, il faut que tu parles de ce que c'est qu'une identité de marque, et à partir de là, moi, j'ai compris ce que c'est qu'une identité de marque. Je ne savais pas que j'avais créé une marque. On a créé une entreprise avec Islem. On est parti de zéro. On s'est dit que le marché de la réparation était un peu opaque. On ne savait pas ce qui s'y faisait. Il y a des rumeurs qui traînaient. À la place du pont, on gardait les pièces, machin. On s'est dit, allez, on va essayer de créer quelque chose de sympa. On a commencé une vis à la fois et on a commencé à créer une marque avec un logo, avec une identité, avec une baseline, avec un univers.
Et l'objectif principal de cette marque-là, je tiens à dire, c'était pas l'argent. C'était pas l'argent parce que finalement, quand on vient d'où on vient, il y avait des moyens illégaux de faire de l'argent. C'était plus facile. On pouvait faire de l'argent beaucoup plus rapidement et on a décidé de créer une marque. Créer une marque, c'est avoir évidemment un logo, évidemment un nom, mais c'est avoir beaucoup plus que ça. Alors, juste une petite question, si je peux me permettre de vous la poser. Est-ce qu'ici, il y a des gens qui ont envie de créer une entreprise? Yes? Ok. La première des choses, si je peux me permettre, la première des choses à vous poser, c'est quel est l'univers que vous voulez créer? Parce que chez Repit, quand on a commencé, on avait plein de compétiteurs, plein de gens qui étaient déjà là, qui faisaient du chiffre d'affaires. Nous, on faisait zéro. On n'avait rien, c'est-à-dire qu'on se mettait la brioche dorée, on réparait, on allait sur les bons plans Facebook et on demandait aux gens de venir, ils venaient pour certains, on réparait, puis on payait les cafés avec. Enfin bon, ça servait à rien, mais ça permettait un peu de comprendre comment marchait le système. Et petit à petit, on s'est dit, c'est plus possible. Il faut qu'on arrive à créer un lieu, un univers qui crée du souvenir. Numéro 1, ceux qui créent une marque ont besoin de créer un univers qui crée du souvenir. Comment on fait pour créer du souvenir? On doit créer de l'émotion. Ça, c'est l'acte numéro 1. Parce que s'il y a bien un truc à retenir ce soir, je vous le dis à tous, c'est que l'information sans émotion, ça ne se retient pas. Et je ne pense pas qu'il y ait un professeur qui va vous le dire, mais il n'y a aucune information qu'on vous transmet qui n'est pas entourée, arborée d'émotions qui va vous permettre d'être retenue. Exemple, je vais vous donner un exemple tout con. Le World Trade Center. Je suis convaincu à 100% que chacun des personnes qui est dans cette salle se rappelle où il était, ce qu'il faisait quand il a appris ce qui s'est passé au World Trade Center. Peu importe l'âge, moi j'avais 13 ans, je me rappelle de la texture du canapé, de ma grand-mère, de la télé. Pourquoi? Parce qu'au moment où on m'a appris ce qui se passait au World Trade Center, il y avait un tel concentré d'émotions qui était autour de l'information qui a créé un ancrage à l'intérieur de moi-même qui fait que je ne peux jamais oublier le World Trade Center. Ce que je vous propose, c'est de retenir le fait que votre marque doit créer du souvenir. Créer du souvenir, c'est quoi? C'est avoir la certitude, à un moment donné, que vos clients, ce sont des clients qui reviennent. Pour qu'un client revienne, il faut qu'il ait un ancrage chez vous. Il faut qu'il se dise, putain, il y a un truc qui s'est passé à l'intérieur de moi quand j'étais chez eux. C'est pour ça qu'on dit qu'un client, aujourd'hui, au XXIe siècle, il vient chercher quelque chose, une réparation, ou Tanguy, et il vient aussi chercher quelqu'un. C'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir un interlocuteur chez lui qui lui fait quelque chose. Putain, je m'intéresse à toi. Donc nous, au quotidien, pour vous donner un exemple, on a des gens qui viennent nous voir tous les jours, qui nous disent « J'ai un écran d'iPhone XR qui est cassé, combien ça coûte ?» On s'en fout de combien ça coûte. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as vécu. C'est quoi ton téléphone? Est-ce qu'on te l'a offert? Est-ce que c'est un téléphone professionnel? Est-ce que tu as un autre téléphone? Est-ce que tu peux l'utiliser? Comment tu fais? Raconte-moi ta vie. Je veux savoir ce qui se passe chez toi. Je veux tout savoir. Les gens qui viennent chez nous, il se passe un putain de truc. Il faut qu'il y ait une putain de connexion. Et si, quand vous créez une marque, vous n'êtes pas prêt à créer une connexion avec vos consommateurs, vous allez être un magasin, une entreprise, ce qui est déjà bien, mais vous ne serez jamais une marque. Pour créer une marque, pour les petites mains qui se sont levées, courageuses, je tiens à dire qu'il faut oser créer un lieu qui va générer du souvenir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième truc qui est hyper important, c'est d'avoir, en fait, ce qui entoure une marque, c'est une mission. C'est-à-dire, si l'entreprise n'a pas une mission prédéfinie, et surtout une mission qui la dépasse, vous ne créez pas une marque. Vous allez créer une entreprise. Mais créer une entreprise, Adri, c'est ce que c'est. Il doit en créer tous les 24-48 heures. C'est facile, on va chez l'avocat, on met 500 balles, puis on crée une SARL. Ça ne sert à rien. Créer une entreprise aujourd'hui, ça sert vraiment à rien. Pour tous ceux qui sont en train de monter des boîtes, je tiens à dire que la peur que vous avez à créer l'entreprise, à sauter dans le pas pour créer la boîte, c'est pas un risque, ça vaut zéro, on y va ensemble, je vous accompagne si vous voulez. Par contre, créer une aventure, créer une mission, créer un rôle, créer un univers, créer quelque chose qui va perdurer, ça c'est très difficile. Et c'est un métier de tous les jours, c'est un putain de métier de tous les jours. C'est-à-dire qu'il va se passer un truc qui va vous demander une espèce de discipline de chaque minute. C'est-à-dire que vous allez tellement avoir de l'amour pour votre marque. Putain, tout à l'heure tu parlais de tes enfants. C'est génial, parce que je trouve qu'il y a un vrai truc entre les marques et les enfants. Parce que quand tu regardes bien les enfants, ils savent pas dire, ils comprennent pas quand on leur dit non. Ils ont du mal avec ça, avec l'espèce d'hostilité, l'objection, ils continuent. Eh ben, en vrai, une marque naissante, c'est un vrai bébé. C'est-à-dire que c'est une espèce de lieu
un quelque chose, un truc abstrait qu'on n'arrive pas à définir, mais qui n'a qu'une envie, c'est de se construire. Et vos enfants, je parle pour Adri ou pour d'autres, ceux qui sont parents, ils ont exactement la même volonté, c'est de se construire et de devenir. Donc du coup, la deuxième des choses qui constitue une marque, c'est de proposer un projet. Je le disais tout à l'heure, un travail, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que tout le monde a besoin d'un travail, mais tout le monde va juste obtenir un travail. Quand vous proposez un projet, vous proposez à devenir quelqu'un. C'est-à-dire que si je prends Malik, je lui dis « Malik, tu ne sais pas réparer, on va t'apprendre à devenir réparateur, technicien. » Et bien Malik, si un jour l'aventure elle s'arrête pour lui, je sais à 100% qu'il sera devenu technicien smartphone. Et s'il quitte la France, il ne mourra pas de faim, parce qu'il sera devenu. Et on pourra tout enlever. Tes vêtements, tout ce que tu veux. On ne pourra jamais t'enlever ce que tu es devenu. Personne ne peut enlever à quelqu'un ce qu'il est devenu, et ça fait partie intrinsèquement de ta personne. D'ailleurs, on disait tout à l'heure, c'est quoi une marque ? Il faut revenir sur la base. Qu'est-ce que c'est qu'une marque ? Les gens pensent qu'une marque, c'est un logo et un nom. Mais ça revient à dire que ton visage et ton prénom te définissent. Or, tu es bien plus que ça. Tu es une histoire, tu es un individu, tu es plein de choses. Et bien, une marque, c'est pareil. Donc, si vous créez une boîte, la seule chose que j'ai à vous dire, en tout cas à retenir, c'est d'essayer de créer un univers, un quelque chose. Et votre mission, elle doit vous faire peur. Adri, quand il a monté, je lui ai parlé tout à l'heure, je le connais depuis 5 minutes, ça fait pas bien longtemps. Je lui ai parlé tout à l'heure, la première des choses que je lui ai demandé, c'est « Est-ce que tu te rappelles de ton premier franchisé ?» Il m'a dit « Ouais ». Et il a commencé à tout me raconter, comment ça s'est passé, etc. Ça, putain, moi, ça m'inspire parce que je sais à quel point la signature de son premier franchisé, elle était tellement entourée d'émotions qu'il ne pourra jamais l'oublier. Et c'est ces putains de moments-là qui font partie du sacré, en fait, qui sont géniaux et qu'on ne peut pas oublier, qui font partie de lui-même. Et c'est pareil. Donc, il faut des projets. Nous, on a un projet chez Repeat. Vous allez peut-être pouvoir penser qu'on répare des smartphones, des tablettes, des ordinateurs. C'est ça que vous voyez, en fait, au quotidien. Vous venez avec vos ordis, voilà, est-ce que vous pouvez me changer la batterie, etc. Je vais vous faire une confidence qui va vous surprendre. On n'en a rien à foutre de vos batteries. On s'en fout complètement, en vrai. Ce qui nous intéresse, c'est de sauver tous les appareils électroniques de la ville. Ça, c'est la mission de notre marque. Sauver tous les appareils électroniques de la ville. Évidemment, ça passe par sauver votre batterie, mais c'est qu'un prétexte. Nous, on veut sauver tous les appareils de cette ville. Et quand on se lève le matin et qu'on serre la main à nos équipes, ils sentent qu'il y a une mission qui nous anime. On n'est pas là pour sauver un appareil, parce que d'ailleurs, la main, elle serait bien molle. On serre la main avec une putain de volonté, parce qu'ils ont compris, tous, qu'on n'est pas là juste pour sauver des appareils électroniques, on est là pour tous les sauver. On veut sauver tous les appareils électroniques de la ville. Maintenant, prenez exemple sur toutes les grandes marques. Google. Je prends des exemples connus de telle sorte que si jamais je dis des bêtises, on va pouvoir me reprendre. Google, c'est une page blanche. Jusque-là, vous êtes tous d'accord. Mais Google a une mission. C'est collecter l'information planète Terre sur une page blanche. C'est pas la même chose. Air France, c'est de faire Saint-Tropez, l'île Maurice. Non, c'est de faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. C'est pas la même chose. On se lève pas pareil. Columbus Café, j'en parlais tout à l'heure. C'est pas de faire des cappuccinos. C'est de faire passer à chacun de nos clients les 15 meilleures minutes de notre journée. Donc si vous montez une marque, il vous faut une mission. Si vous n'avez pas de mission, vous n'avez rien à faire là. Montez une petite entreprise, PME dans le coin, faites pas de bruit, vous allez vous verser vos 1500 balles et vous serez content. Non, si vous voulez monter une marque, il faut faire rêver, il faut donner envie aux gens de monter un projet avec vous et d'avancer ensemble. Je tiens à dire que jamais de la vie, Repeat aurait pu fonctionner. Aujourd'hui, il y a 3 boutiques, on vient de signer la 3e d'ailleurs, vers la Pardieu. Mais c'est vous qui l'avez signé, parce que nous, tout seuls, dans nos cafés à Brioche Dorée, où on se faisait virer toutes les quarts d'heure, vous n'avez pas le droit de changer une batterie ici, machin, si ça explose, machin. Jamais de la vie, on aurait pu monter une 3e boutique. Aujourd'hui, on fait 1 500 000 € de chiffre d'affaires. On fait partie des plus grosses PME de la ville. Mais la vérité, on n'a jamais eu, avec Islem, mon associé, le moindre doute, du début à la fin, qu'un jour, on aurait de l'argent, même si on partait d'une feuille blanche. Mais par contre, notre crainte principale, c'était de pouvoir fédérer des gens qui ont envie de faire suivre le rêve et devenir et avancer. Et ça, jusqu'à présent, ils ont l'air heureux. Et on continue, d'ailleurs, à se challenger pour que vous le soyez. Chaque jour, j'appelle Antoine, par exemple, de Lyon 2, je lui dis « Est-ce que tu as putain de kiffé ta journée ?» Il me dit « Oui ».
Et après, je lui dis, t'as fait combien aujourd'hui? Mais je lui dis pas tout de suite. Je lui demande d'abord s'il a kiffé, c'est important. Donc ça, c'est les deux éléments. Et il y a un dernier élément qui est quand même super important, qui constitue une marque, c'est le fait de se dire, aujourd'hui, j'ai créé un environnement, j'ai créé une mission, est-ce que j'ai réellement envie, maintenant tout de suite, que le rêve s'arrête? C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de me fixer, par exemple, sur des prix? Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous êtes tous allés chez Brioche Dorée, c'est certain. Souvent. Et chez Paul. Alors, quand vous êtes assis chez Brioche Dorée, vous avez les écrans plats et puis il y a des offres qui passent. Les offres qui passent, vous avez des produits et vous avez des prix. C'est-à-dire que vous êtes une entreprise, vous êtes chez une entreprise qui a une culture prix. Il y a des produits qui passent et puis il y a des prix. Il y a le menu à 8,99. Quand vous allez chez Paul, vous avez des produits qui passent et il n'y a pas de prix qui sont mis en place sur les écrans. Ça veut dire que vous passez d'une entreprise qui a une culture prix à une culture produit. Une marque, c'est une entité qui a compris que ces prix ne servaient à rien. On n'est pas là pour vendre des prix. Ou alors, tous les gens qui sont là, qui font perdurer le rêve, se barrent, vont faire un truc meilleur et mettre un catalogue ici avec tous les prix. Si on est là pour vendre des prix, non, on est là pour vendre une espèce de projet, un truc sur lequel les clients doivent adhérer. Donc quand les gens viennent nous dire c'est combien l'écran d'un XR, attends, juste 2 secondes. Raconte-moi ce qui t'est arrivé, et puis ensuite, je vais te dire combien ça coûte, mais surtout, je vais finir sur ça, les valeurs. C'est-à-dire, on ne vend pas des prix, on vend des valeurs. Les prix, c'est ce que vous payez. Vous êtes tous consommateurs. Donc le prix, de partout où vous allez aller, ça va être ce que vous allez payer. Quand je vais chez la Fnac et que je paye mon téléviseur 1200 balles, c'est le prix. La valeur, c'est ce que j'obtiens. Le prix, c'est ce qu'on paye. La valeur, c'est ce qu'on obtient. Est-ce que c'est cher? C'est-à-dire, c'est cher. C'est cher, quand on nous dit c'est cher, ça veut dire qu'on ne te délivre pas assez de valeur. Alors, ne me dis pas c'est cher. Tu viens avec un écran qui est éteint. On te rend un écran allumé. Tu retrouves le contact avec la vie. C'est pas cher. On te délivre une valeur qui est extraordinaire. Donc, évidemment, ça a un prix. Mais qu'est-ce que tu payes? Tu payes des valeurs. Tu payes le fait que ce soit fait en 15 minutes. Tu payes le fait que tu as des offres étudiantes, pour ceux qui ont le courage d'être à l'école. Tu payes le fait que ce soit garanti à vie. Donc, tes réparations sont garanties à vie. C'est formidable. Donc, je tiens à rappeler le fait que si vous montez une boîte, vous créez un univers. Deuxième des choses, vous créez un projet. Troisième des choses, vous oubliez vos tarifs. Les prix, ça ne sert à rien. D'ailleurs, si les prix étaient une mesure, les iPhones ne se vendraient pas. Les iPhones ne se vendraient pas, c'est putain de trop cher. Pourquoi est-ce qu'on achète des iPhones? On achète des iPhones parce qu'on a envie de faire partie à une marque qui a une histoire. Quand on achète des montres, nous on adore les montres avec mon associé, on s'en fout des montres, on achète une histoire. Quand on achète une Rolex, on n'achète pas une Rolex, on achète le fait que ça a été à un moment donné le fondateur, le premier à avoir lancé la montre à bracelet. C'est ça qu'on porte, on porte une histoire. Et là c'est exactement la même chose. Donc si vous créez une entreprise, vous délivrez de la valeur, vous devez vendre vos valeurs, vos projets. C'est hyper important. Donc, j'ai résumé, je pense que c'est hyper... J'ai pas envie de faire trop long, et d'ailleurs, je n'ai pas le talent pour de faire aussi long. Je veux juste vous dire que si vous voulez créer une marque, vous venez nous voir. Il y a Islam et moi, on est là toute la soirée, on peut en discuter avec grand plaisir, c'est gratuit. On vous donnera quelques conseils pour avoir une baseline qui marque et pour créer de l'émotion. C'est hyper important. Je tiens à dire un dernier petit truc. Quand vous parlez à quelqu'un, par exemple, il va se souvenir de vous quand vous allez captiver son cœur, pas sa tête. Ça paraît bête, mais quand vous captivez le cœur de quelqu'un, il se souvient de vous. C'est-à-dire, vous allez lui parler de quelque chose qu'il a à l'intérieur de lui-même. Eh bien, vos phrases ne peuvent pas être oubliées. C'est pareil pour une expérience d'achat. C'est pour ça que beaucoup, et c'est très à la mode, font des formations sur ce que c'est qu'une expérience d'achat. Quand vous achetez quelque chose et quand vous vivez une expérience d'achat, vous passez d'un monde à un autre. Je vais vous raconter une petite histoire. Je parlais de la Fnac tout à l'heure. Je suis allé acheter un téléviseur là pour chez moi. 1200 balles ou je crois, un truc comme ça. Le mec me rappelle 2 heures après, mais je crois que j'étais avec Antoine en plus. Je crois que j'étais avec toi à Lyon 2. Et il me rappelle, il me dit, Monsieur Drey, vous avez acheté un téléviseur tout à l'heure. J'ai oublié de vous le dire, vous aviez en fait la bande son qui était offerte. J'avais déjà oublié la Fnac. Pour moi, ça n'existait pas. C'était une espèce de lieu sous-traitant qui me permettait d'avoir ma télé. Et puis d'un coup, je me suis rappelé de la marque. Je me suis dit, putain, il y a un mec qui aurait pu se faciliter la vie, là. Il aurait pu éviter de m'appeler. Et puis il a pris son portable, il a composé mon numéro et il m'a dit, bah t'as une bande son, mon gars. Elle t'est offerte si tu veux venir la chercher.
Ben, il m'a changé à la fois ma journée, et puis il a créé quelque chose d'extraordinaire, qui est que d'un coup, je me rappelle de ce qu'est la Fnac et le fait qu'elle existe. Parce qu'il y a plein de lieux où on peut acheter une télé. Voilà, enfin, la Fnac, elle n'a rien de spécial. Mais lui m'a rappelé le fait que si, il y a quelque chose de spécial. On est venu trouver quelque chose en plus. Donc vous avez à la fois le besoin exprimé, le besoin non exprimé, le besoin latent. Tout ça, vous l'avez en école de commerce. Moi, je vais vous rappeler un truc qui n'est pas en école, qui est que l'effet waouh, qui est à la mode aux États-Unis, machin, etc., c'est une définition. Si vous êtes capable de délivrer plus que ce pourquoi vous êtes payé, vous allez créer du souvenir. Si vous créez du souvenir, vous créez de l'émotion. Si vous créez de l'émotion, vous créez un lien indélébile entre vous et vos consommateurs. Et les gens n'oublient jamais de venir chez vous. C'est hyper important. Donc, j'espère qu'avec mon peu de vocabulaire, vous avez compris aujourd'hui ce que c'est qu'une entreprise. Si vous voulez en monter une, on y va, hein, ça dure un quart d'heure. Et monter une marque. Monter une marque, c'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui existe. D'ailleurs, exister, je ne sais pas si vous avez oublié, ou si vous le saviez, mais exister, c'est être à l'extérieur. Exister, être à l'extérieur. Donc si votre marque, elle existe, c'est qu'elle est à l'extérieur. Si vous êtes capable tous les jours d'avoir une discipline de faire, une discipline qui lâche rien, à tel point que vous existez auprès des gens, votre marque est existante. Si votre marque est existante, pourquoi est-ce qu'elle peut mourir ? Qui connaît l'histoire de Kodak ? Tu connais ? Bah ouais, l'histoire de Kodak. Exactement. Pourquoi Kodak a disparu ? Bah ouais. Mais je vais vous en rappeler une. Kodak avait dans son personnel le mec qui a créé l'appareil photo numérique. Mais Kodak a disparu à cause de l'appareil photo numérique. Ça veut dire que le gars, il n'avait pas la capacité à se remettre en question, à se dire « Putain, j'ai le talent chez moi pour me permettre de perdurer encore 40 ans. » Kodak, à l'époque où ils ont disparu, ils étaient en bourse. C'était 30 milliards. 30 milliards. Et ils ne sont pas passés de 30 milliards à 1 milliard, 400 000, machin. Ils sont passés de 30 milliards à 20 000, de 20 000 à ciao, vous êtes dans le passé. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire que aujourd'hui, je suis absolument convaincu que ce n'est pas les gros qui mangent les maigres, c'est les rapides qui vont manger les lents. Celui qui n'est pas capable de se réinventer chaque putain de jour, vous n'êtes pas de la partie. Quand je vois mes équipes, parfois ils me trouvent un peu dur. Je sais, ils ne me le disent pas. Ils me trouvent un peu dur. Mais ce n'est pas parce que je les aime pas, je les aime. D'ailleurs, j'en profite à le dire. Je ne dis jamais, bah voilà, je prends 45 cm pour le dire. Aussi, petit con. Je les aime, pour de vrai. Et du coup, putain, je disais quoi ? Ah, je suis trop long ? Je vous aime. Et non, Kodak, non, je sais pas. Kodak. Voilà. Donc la vie, elle est pleine de dinosaures qui n'ont pas su s'adapter. La vie est pleine de dinosaures qui n'ont pas su s'adapter. C'est-à-dire que dans le monde, dans l'entreprise, il y a aussi des dinosaures. Kodak, c'était peut-être un stégosaure, il n'a pas su s'adapter et il est mort. Mais putain, il y avait du talent chez Kodak. Ça veut dire que si demain vous êtes prêt ou à créer une marque ou à racheter une marque, si vous êtes capable de faire naître cette marque-là, qui par exemple était en train de mourir, l'entreprise, elle n'est pas morte. L'entreprise, c'est un truc, la marque, c'est autre chose. Racheter des marques, créer des marques. C'est important. Bernard Tapie, quand il rachète Adidas, qu'est-ce qu'il fait ? Il rachète de la dette. Adidas, ça coûte des milliards, ça coûte 1 euro. Pour celui qui ne rentre pas trop dans les détails, il rachète une boîte, un bal, rien que le terrain, il vaut une fortune. Donc il se dit, bah, le mec, en fait, c'est un dépeceur. Non, ce n'est pas un dépeceur. Il rachète le passif. Il rachète toutes les dettes. Mais parce qu'il a compris un truc, c'est qu'à l'époque, la famille Dassler, qui étaient les patrons d'Adidas, n'avaient pas compris qu'ils avaient de l'or en boîte. Ils avaient une marque que les gens ne pouvaient pas oublier. Mais il fallait juste le mettre en lumière. Ils n'ont pas su faire ça. Tapi a fait ça. Évidemment, il y a eu des licenciements. Ça ne sert à rien de payer des gens ici en trop. Donc moi, c'est des décisions que j'aurais prises. Et c'est normal. Parce que, comme il disait, dans chaque milieu, il y a une unité de mesure. Dans le monde des affaires, l'unité de mesure, c'est l'argent. Moi, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent.
Je peux en choquer quelques-uns. Mais je ne suis pas là que pour l'argent. L'argent va me permettre de monter encore des dizaines, des vingtaines, des trentaines de boutiques Repeat pour continuer à rassurer les gens. Quand c'est cassé, 15 minutes après, ils rentrent, ils sont tranquilles. Eh ben, moi, je veux de l'argent pour faire ça. Le sportif, quelle est son unité de mesure? Chronomètre. Chronomètre, par exemple. Il a besoin du chronomètre. Le littéraire, c'est quoi? C'est les prix. Chaque discipline, elle est étalonnée sur une unité de mesure, quoi qu'on veuille. Eh ben, les affaires, c'est l'argent. Donc les gens disaient, bah, c'est un dépeceur, il prend du pognon, machin. Oui, il prend du pognon, mais parce que c'est ça qui détermine le fait que vous êtes un bon chef d'entreprise sur le plan extérieur. Après, évidemment, il y a le bonheur. C'est très important. Donc, rachetez des marques et vous êtes certain que ça ne lâchera pas, ça ne disparaîtra pas. Racheter des boîtes, c'est risqué parce qu'il faut juste se focaliser sur les marques. Aujourd'hui, ce qui dure, c'est les marques. Upper Nation, toi Walid, tu n'as pas une structure de 50 salariés. Un jour ça arrivera, mais tu n'as pas une structure de 50 salariés. Pourquoi on a tous envie de faire appel à toi? Parce que tu es bon, c'est exactement ça. Mais c'est parce que tu as une marque forte. Et parce que nous, pourquoi on a fait appel à toi là, je sais pas quand, là, en 2019? Ben parce qu'on en avait plein d'autres. Mais parce qu'il y avait un univers. Il y avait un truc qui faisait qu'on n'a pas envie de signer avec quelqu'un d'autre, on a envie de signer avec toi, parce qu'on savait que tu savais ce que c'était qu'une marque. Donc tu allais nous permettre de devenir une marque. Voilà. Merci à tous. L'aventure humaine. C'est vrai, tu as raison. Tu veux venir le dire? Allez, viens. Viens le dire. C'est vrai. Attends, je veux juste en rajouter une. Je ne l'ai jamais dit devant, sur une table à un café, l'un avec l'autre. C'était plus facile d'ailleurs. Mais je le dis maintenant, j'en profite maintenant que je suis monté. Attends, je vais prendre mon temps. Putain, Ah oui, un truc très important. Si vous montez une boîte et que vous voulez vous associer, pareil, on rentre dans les discours que c'est très délicat d'être associé, c'est un mariage, machin, etc. Vous voulez une règle qu'aucun prof vous dira? Si vous voulez vous associer, associez-vous avec un mec où vous êtes prêt à perdre la boîte, mais pas lui. Si vous êtes prêt, mais c'est vrai, si vous êtes prêt à perdre la boîte, mais pas lui, vous avez le bon associé, pour de vrai. Et deuxième petit tips, si vous êtes prêt à partir en vacances avec vos salariés, bah pareil, vous avez la bonne équipe. Voilà.